Autorité importante en faveur d'Edmond Maire, qui est l'invité de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une, encore une fois ce soir, la guerre des Malouines, cette guerre que l'on ne voit pas, mais qui, aux antipodes, sur un terrain difficile, coûte de plus en plus cher en hommes et en matériel. Les commandos britanniques, assistés par la flotte, sont passés à l'offensive aujourd'hui, à partir de leur tête de pont de Port San Carlos. Madame Thatcher elle-même l'a annoncé au Parlement britannique, sans donner plus de détails. Buenos Aires fait état d'attaques de ses sous-marins et de ses bombardiers, sans plus de détails non plus. La marine argentine, pour la première fois depuis le début du conflit, semble prête à entrer en action. On a maintenant, de part et d'autre, les bilans qui ne concordent pas toujours, des pertes enregistrées des deux côtés jusqu'ici. L'ardoise s'alourdit, comme le montre Patricia Coste sur ces images du premier destroyer britannique coulé début mai. À l'horizon brûle le Sheffield, le premier destroyer britannique coulé tout au début de cette guerre des Malouines le 4 mai dernier, transpercé par le fameux missile Exocet lancé d'un avion argentin. Aujourd'hui, le bilan est de plus en plus lourd en matériel, morts et souffrances. Ces marins britanniques sont gravement brûlés. Côté britannique, officiellement, on dénombre 100 morts ou portés disparus, 5 navires coulés à la suite des vagues massives d'attaques aériennes argentines, 8 chasseurs et 10 hélicoptères abattus. Côté argentin, 400 morts, dont 200 disparus avec le naufrage du Belgrano, le gros croiseur argentin coulé tout au début de cette guerre. En tout, 4 navires argentins ont été coulés, 16 avions et 4 hélicoptères touchés. Côté argentin, ces informations sont officieuses. Les autorités de Buenos Aires restent relativement discrètes quant au dénombrement exact de leurs pertes. L'Argentine cherche à se réapprovisionner en armement auprès d'autres pays latino-américains. Des missiles de fabrication française Exocet, destinés en principe au Pérou, pourraient transiter en ce moment par l'Italie. Sur le plan diplomatique, le Conseil de sécurité des Nations Unies a eu beau adopter hier la résolution souhaitée à la fois par la Grande-Bretagne et l'Argentine. Le scepticisme quant aux chances du secrétaire général des Nations Unies de mener à bien sa nouvelle mission de médiation règne. Alain Cancès, vous êtes à New York. Il faut dire que le secrétaire général lui-même ne cache pas son embarras. Oh, c'est le moins qu'on puisse en dire, Christine. Et dans un sens, je le comprends. Il doit avoir un peu l'impression de jouer mission impossible. Il se retrouve en effet, purement et simplement, sensiblement dans la même situation qu'il y a 10 jours, quand sa première tentative de médiation a échoué. Les positions des deux belligérants sont toujours aussi opposées. M. Pérez de Cuéllar aurait souhaité que le Conseil apporte un élément nouveau. Il aurait voulu, par exemple, que le Conseil lance un appel à une trêve, à un cessez-le-feu immédiat. Or, cela, les Britanniques ne le voulaient pas et le Conseil ne l'a pas fait. Dans ce sens, d'ailleurs, on considère que le vote de la résolution hier est une petite victoire diplomatique pour la Grande-Bretagne. Mais pour M. Pérez de Cuéllar, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, il ne peut faire qu'attendre qu'il se passe quelque chose sur le terrain où, pour l'instant, tout se joue. Mais est-ce que l'on croit quand même ce soir à une possibilité de médiation encore? Dans l'immédiat, non. Ce qu'on pense, si vous voulez, c'est qu'à un moment ou à un autre, et peut-être bientôt, l'une ou l'autre des deux parties, ou peut-être les deux, auront vraiment le sentiment que la guerre leur coûte trop cher. Et alors là, ces parties seront prêtes à à faire des concessions. Et par la mission de M. Pérez de Cuéllar, elles trouveront un circuit diplomatique, un moyen de réengager la négociation. Mais je crois qu'à New York, on est très conscient que pour les quelques jours qui viennent, alors 2, 3, ça je ne sais pas, c'est sur le terrain que les choses se jouent, et c'est en fonction de ce qui se passera sur le terrain que la négociation pourra s'engager avec, qu'on le veuille ou non, un vainqueur et un vaincu. Merci Alain Cancès. Le pape Jean-Paul II a décidé, et c'est un geste sans précédent, de mettre physiquement son poids moral au service de la paix en se rendant successivement dans les deux pays en guerre. Il est attendu demain en Grande-Bretagne. C'est la première fois qu'un pape se rend dans le royaume depuis qu'au XVIe siècle, les amours tumultueuses d'Henri VIII provoquèrent le schisme avec Rome et donnèrent naissance, si j'ose dire, à l'église anglicane. La visite du pape, initialement à caractère pastoral et œcuménique, va prendre nécessairement une dimension politique, même s'il ne rencontrera pas le gouvernement britannique. De Londres, Jean-Marc Illouz. Être catholique dans ce village mineur à 300 km du nord de Londres, c'est d'abord appartenir à une minorité active mais discrète.
Comme beaucoup des 5 millions de catholiques de Grande-Bretagne, la déception aurait été vive à County Durham si, après 4 siècles de brouille entre l'église anglicane et l'église romaine, le pape avait annulé son voyage. Dans ces familles de mineurs, on n'attend pas de Jean-Paul II un soutien diplomatique face à l'Argentine, mais d'abord un réconfort, une présence spirituelle. Quant à la hiérarchie catholique, elle insiste à longueur de journaux sur le caractère purement pastoral de la visite papale. Alors qu'importe à cette famille que Jean-Paul II ne rencontre pas Margaret Thatcher, puisque le Saint-Père concélébrera une messe avec le primat de l'église anglicane, cela après avoir rendu visite au chef temporel de cette église réformée, la reine elle-même. Un geste qui ne fera pas du Saint-Père un visiteur bienvenu pour les traditionalistes anglicans, toujours hostiles aux institutions romaines, mais un geste qui doit sceller la réconciliation entre les deux églises, c'est en tout cas le souhait du chef spirituel de l'église anglicane. Cette visite peut avoir une très forte influence symbolique dans ce monde télévisé où nous vivons. Songez l'image du pape aux côtés du chef d'une autre grande famille spirituelle. Leur concélébration d'une messe au nom d'une même foi montre bien qu'il s'agit d'une seule église chrétienne, mais d'une église fracturée. Je crois que c'est un immense pas en avant et surtout un démenti formel à la face de tous ceux qui limitent le monde chrétien à la seule Église catholique ou inversement à l'autre Église, la nôtre, pareillement basée sur la Bible mais fondée au XVIe siècle. Un autre voyage à dimension à la fois politique et morale, c'est bien celui accompli hier à Beyrouth par le Premier ministre Pierre Mauroy. On ne s'y trompe pas dans la capitale libanaise où l'on réfléchit aujourd'hui sur l'impact de cette visite. Un impact qui est ressenti dans toute la région. De Beyrouth, la correspondante de l'AFP, Mouna Naba. Les Libanais sont contents du témoignage d'amitié de la France. La visite du Premier ministre français à Beyrouth, si brève fut-elle, ne les a pas laissés indifférents. Du côté syrien, pas de commentaires jusqu'à présent, mais les soldats de la force syrienne de dissuasion ont participé activement aux services de sécurité mis en place pour la visite de M. Mauroy. Les Français du Liban, eux, sont inquiets. Inquiets de voir les terroristes, quelle que soit leur identité, relever le défi lancé hier par Pierre Mauroy. La France demeurera inébranlable face aux défis et aux menaces, a dit M. Mauroy. Plusieurs personnalités libanaises en exil saluent aujourd'hui le geste de M. Mauroy, à commencer par Raymond Aidé. Le chef de file des chrétiens modérés sera l'invité de Jacques Merlino à 23h15. Autre satisfecit, Bernard Ponce, le secrétaire général du RPR, a déclaré que cette visite était dans la ligne de la Ve République, même si, selon lui, l'ambiguïté politique du gouvernement dans cette région existe toujours. Le conflit aux usines Citroën est entré aujourd'hui dans une phase nouvelle qui va plutôt dans le sens de la décrispation. Après la politisation de ces derniers jours, les propositions du médiateur Jean-Jacques Dupeyroux ont été favorablement accueillies à la fois par les syndicats et par la direction de Citroën qui ont 8 jours pour donner une réponse officielle. C'est un système de surveillance des rapports sociaux au sein de l'entreprise qui est proposé. Rosine Koskas. Il a fallu 8 jours à Jean-Jacques Dupeyroux, le médiateur choisi par les pouvoirs publics, pour tenter de trouver une solution à la grève chez Citroën. Le médiateur propose la création de 2 commissions. La commission des libertés, elle est présidée par une personnalité nommée par le vice-président du Conseil d'État et se réunira 1 fois par mois pendant 1 an pour veiller au respect des libertés et de la dignité dans l'entreprise. La commission mixte du travail, elle est présidée par le directeur régional du travail et de l'emploi de l'Île-de-France. Elle est composée de représentants de la direction et des organisations syndicales et doit surveiller l'application de la loi sur les conditions du travail, des salaires et de la sécurité. Dernière proposition du médiateur, la levée des 40 licenciements, une augmentation des salaires de 400 francs d'ici à la fin de l'année et l'organisation dans les usines d'élections libres.
Remises hier soir aux différents partenaires, les propositions de Jean-Jacques Dupérou semblent pour l'instant leur convenir. Jacques Lombard, le président de Citroën, et André Saint-Jean, le dirigeant de la CGT Métallurgie, se retrouvent en effet d'accord pour en accepter le principe. Le médiateur, M. Dupérou, vous a remis hier à 21h un ensemble de recommandations visant à régler ce qu'on appelle le conflit Citroën. Bien que certaines d'entre elles soient coûteuses, et bien que d'autres conduisent à quelques lourdeurs dans la gestion de nos relations avec le personnel, la société Citroën est prête à accepter ces recommandations. Leur mise en œuvre suppose la reprise du travail, c'est-à-dire la levée des piquets de blocus et de toutes les violences qui les accompagnent, ainsi que la cessation des pressions que subit notre personnel pour le dissuader d'aller travailler. Je crois que le travail du médiateur est indiscutablement intéressant. Il a fait beaucoup d'efforts pour tenir compte des problèmes qui existent chez Citroën. Je crois qu'il a aussi tenu compte de l'opinion formulée par les organisations syndicales représentatives. Donc, par conséquent, à mon avis, notre opinion ce soir n'est pas mauvaise. Reste maintenant l'avenir. La direction doit, demain matin, rencontrer les syndicats pour mettre sur pied l'organisation des élections. Celle-ci pourrait intervenir au courant du mois prochain. La véritable échéance pourtant sera la date de la reprise du travail. Il ne suffit pas en effet de renouer le dialogue pour faire repartir la machine. 59,25%, c'est le score obtenu par Edmond Maire et la direction sortante de la CFDT, aujourd'hui à Metz, où se déroule le congrès de la centrale syndicale. Un meilleur score pour l'équipe dirigeante de la deuxième centrale syndicale française que celui obtenu à Brest il y a 3 ans. Alors, Monsieur Maire, vous devez être content ce soir, même si vos partisans ont peut-être un peu dramatisé l'ampleur de la contestation qu'on vous opposait. Oui, nous sommes même très contents, et pas simplement en raison du résultat, mais aussi en raison de la bonne santé qu'a manifesté ce congrès. Il y a eu des équipes qui sont venues dire qu'elles se battaient sur le terrain pour les solidarités, pour réduire le temps de travail, créer des emplois, qui sont vraiment engagées dans le combat que mène la CFDT, qui est un combat de réalisme et d'ambition. Et puis, cette bonne atmosphère, je crois, va peser et va permettre qu'il y ait un développement même numérique. Et dans l'influence de la CFDT dans les mois à venir, je crois qu'on peut en être à peu près sûr maintenant. On a un congrès qui projette sur l'avenir de bonnes choses. Mais dans votre discours de cet après-midi, vous n'avez pas été tendre pour vos contestataires. Vous les avez comparés successivement à Merlin l'Enchanteur et à la Fée Carabosse, en prônant une nouvelle fois le réalisme, si j'ai bien compris. Eh bien, de temps en temps, on peut aussi sourire dans un congrès. Et j'ai pris comme exemple ceux qui voulaient tout de suite, on puisse, par exemple, réaliser partout en France les 35 heures et 20% d'augmentation des bas salaires. Et non pas comme nous le proposons d'atteindre cela en 3 ans. Je dis ça, c'est le rêve de Merlin l'Enchanteur. Mais si on les suivait, et si d'un seul coup, sans qu'on ait redressé l'économie, les régions, sans qu'on ait fait un plan, sans qu'on ait créé des droits nouveaux dans les petites entreprises, transféré les charges sociales, on aurait l'aggravation du chômage et ce serait la Fée Carabosse. Et il vaut mieux donc avoir une attitude plus solide où on fixe nos échéances nous-mêmes, on a un libre dialogue avec le gouvernement en pleine indépendance et on essaye d'arriver à des convergences avec une action syndicale pour négocier et amener le patronat à s'inscrire dans cette politique de progrès réaliste mais aussi ambitieuse. À ce propos, Monsieur Maire, est-ce qu'à l'issue de ce congrès, on peut dire que la CFDT serait prête, le cas échéant, à aider le gouvernement s'il choisissait une politique économique plus sévère, ou bien d'abord à combattre pour les acquis syndicaux? J'ai dit à ce congrès que si l'on regarde l'année entière et non pas telle ou telle décision que nous avons pu contester, il y a un progrès sans équivalent depuis 1945 de la situation des travailleurs de notre pays. Ce n'est pas le Pérou, mais un progrès très important. Et les lois nouvelles là, sur les droits vont permettre d'améliorer ça dans les petites entreprises, ce qui est quand même aussi un objectif qui nous tient beaucoup à cœur. Alors, de ce point de vue, quand le gouvernement dit maintenant qu'il faut faire preuve de rigueur, qu'il faut faire preuve de prudence par rapport aux équilibres économiques internationaux, eh bien, il dit ce que souhaite la CFDT depuis longtemps. Car les politiques de facilité, nous savons bien qui les paye à la fin. S'il y a inflation, eh bien, ce seront toujours
ceux qui ont les plus petites ressources, les retraités, les familles, les smicards, qui en pâtiront. Alors nous voulons une politique de rigueur, nous voulons que le gouvernement s'adresse à la population et aux travailleurs pour expliquer les difficultés, pour qu'il y ait un choix collectif, mais en même temps nous voulons l'ambition, la rigueur oui, mais pour un projet où, dans les entreprises et dans les quartiers, dans la cité, les gens, les salariés, hommes et femmes, sentent que les choses changent, que les relations changent, que le travail change, qu'on vit autrement dans les grands ensembles, qu'on enseigne, qu'on éduque autrement, que la formation est améliorée, c'est-à-dire que le changement positif peut très bien, et même, suppose une prise en compte sérieuse des réalités économiques. Vous vous sentez proche quand même de Jacques Delors quand il évoque cette austérité, ou moins cette rigueur? Alors austérité, encore une fois, nous non seulement n'avons pas employé le mot, mais nous croyons que l'accord que nous avons avec Jacques Delors et avec le gouvernement, s'il prend ce discours dans son ensemble, est bien sur une politique sérieuse, qui met les cartes sur les tables, qui prend les gens pour des adultes, parce qu'ils ont besoin, ils veulent être considérés comme des adultes, mais nous ajoutons, et nous souhaitons que le gouvernement ajoute lui aussi, que cette rigueur, ce sérieux, est au service d'un projet de changement qui ne doit pas s'arrêter, qui doit au contraire s'amplifier, notamment pour les petites gens, ceux des petites entreprises, ceux qui jusqu'ici ont peut-être encore le moins senti le changement, et pour lesquels, par le redressement économique dans les régions, par les droits nouveaux des salariés, on doit pouvoir arriver à faire en sorte qu'ils sentent qu'enfin, on est entré dans une politique de redressement. Justement, Monsieur Maire, après Jacques Delors sur cette antenne il y a 8 jours, c'est maintenant le Premier ministre lui-même qui, vous le savez sans doute dans une interview au Nouvel Observateur, parle de la nécessité de changer de vitesse en matière de politique économique et de s'attaquer plus vigoureusement à l'inflation. Pierre Mauroy lance aussi un appel qui vous concerne, un appel à peine voilé aux militants de gauche pour qu'ils ne soient pas simplement des spectateurs mais des acteurs de l'action gouvernementale. Alors est-ce que vous pensez que la CFDT peut et doit s'engager davantage encore dans son soutien à la politique gouvernementale? La CFDT est pleinement engagée dans la recherche de convergence avec le gouvernement, mais à partir de nos propres positions. Et nos propres positions que nous exprimons, que nous avons exprimées dans ce congrès, recoupent bien souvent les objectifs économiques et sociaux du gouvernement. C'est tout à fait vrai. Il y a donc moyen d'avoir une poussée positive des uns et des autres qui permettent d'avancer sans que les uns soutiennent les autres. Nous n'avons pas à soutenir par principe un gouvernement fût-il de gauche, nous avons à défendre des positions, et si elles correspondent à celles du gouvernement, ce qui est le cas sur bien des sujets essentiels de notre période, nous continuerons dans ce sens, nous l'avons dit tout à l'heure, à chaque fois que ce gouvernement sera en but au corporatisme, au refus de bouger et de changer, à la résistance du patronat, à la résistance des forces de droite dans ce pays, il trouvera la CFDT à ses côtés, il n'y a là-dessus aucun doute. Est-ce que le défilé d'hier entre la CGT et la CFDT est une exception, ou bien est-ce qu'il marque un changement d'attitude de votre part à l'égard de la CGT? Vous permettez, changement d'attitude en permanence depuis que la CGT a décidé de s'isoler. Nous avons fait des propositions de rencontre à la CGT, nous l'avons invitée depuis très longtemps, depuis 2 ans, à venir à notre congrès. Elle ne nous répondait même plus à nos lettres jusqu'à il y a 8 jours. Alors, il y a 8 jours, la CGT se réveille brusquement, elle pense qu'il faut renouer les relations intersyndicales pour des raisons politiques. Alors nous avons dit à ce congrès, ce qu'avait décidé de dire il y a déjà plusieurs semaines notre bureau national, nous souhaitons rencontrer toutes les centrales syndicales au sortir de ce congrès, mais pas pour soutenir un gouvernement, pas pour être dans le sillage des partis, pour mener une action commune sur les problèmes revendicatifs communs. Ce que nous souhaitons, et l'aide de la CGT semble le donner à penser, c'est que dans son congrès qui se tiendra il y a 15 jours, la CGT acceptera pas seulement de nous rencontrer, mais de nous rencontrer pour une action syndicale commune, sur des objectifs précis, et notamment réduire la durée du travail pour créer des emplois, en regardant tous les problèmes qui se posent à ce sujet, de façon à ce que la pression syndicale soit suffisamment forte pour réellement aller aux 35 heures, créer les millions d'emplois dont notre pays a besoin pour rétablir peut-être d'abord la solidarité, l'unité de classe entre ceux qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont dans des entreprises relativement prospères et ceux qui aujourd'hui végètent et sont en difficulté devant l'aggravation du chômage et de la crise.
Monsieur le maire, merci. Un sondage intéressant pour en rester justement à ce thème de la solidarité, un sondage que publie le dernier numéro de l'Expansion, le seul domaine où les Français sont prêts à payer des charges supplémentaires au nom de la solidarité, eh bien c'est celui des retraites, mais une majorité d'entre eux refusent le principe de sacrifice supplémentaire au titre du chômage, du SMIC et des prestations familiales. Politique maintenant, le secrétaire général du Parti communiste a été reçu en fin d'après-midi par le chef de l'État. Le président Mitterrand a ainsi informé M. Marchais de la préparation du sommet de Versailles. M. Marchais s'est déclaré une nouvelle fois partisan d'une politique de rigueur pour la reconquête du marché intérieur et plus de justice sociale. Tumulte chez les sénateurs cet après-midi. André Labarrère, le ministre chargé des relations avec le Parlement, qui est aussi le maire de Pau, a accusé la droite d'avoir un plan de déstabilisation du gouvernement. Ce sont ses propres termes. M. Labarrère faisait allusion au saccage commis lundi dernier à Pau par des agriculteurs en colère. Une dizaine de sénateurs sur ces propos ont quitté l'hémicycle. En Corrèze, le Conseil général va devoir élire un nouveau président et un nouveau bureau. L'élection du doyen d'âge, Armand Boucheteil, a été en effet annulée par le tribunal administratif de Limoges. C'est une affaire marseillaise, mais surtout même si ce ne sont pas eux qui sont au banc des accusés, mais des hommes de main. Une affaire qui a peut-être coûté la vie au juge Michel, Paul Lefebvre. Ils sont 20 dans le box qu'on appelle souvent les seconds couteaux et que le juge Michel lui-même appelait les pieds nickelés. Mais il faut tout de même pas oublier qu'ils sont accusés d'avoir ramené quelques 170 kilos de morphine base en Europe et que cette drogue s'est diluée en quelque sorte dans un certain nombre de réseaux de distribution en Europe et aux États-Unis. 7 voyages entre 77 et 79 avec un accro le 18 avril 79 en Yougoslavie. C'est assez amusant d'ailleurs avec l'arrestation d'un passeur qui croyait transporter de l'héroïne, mais en réalité on l'avait roulé en Turquie. Et l'analyse a démontré que sa cargaison n'était que de la farine de fèves. Mais entre-temps, il avait parlé. C'était d'ailleurs le premier maillon d'une chaîne que le juge Pierre Michel allait remonter lentement, en cernant d'abord le chef de ce réseau, le docteur André Bousquet, devenu l'un des meilleurs chimistes du bassin méditerranéen. Vous savez que les Français ont une grosse cote parmi les trafiquants de drogue. Ce sont des très bons transformateurs, comme on dit. Mais la piste est allée plus loin, vous le disiez, en Sicile, à Palerme précisément. Et d'ailleurs, on peut considérer que ce réseau était l'une des filières des réseaux de transformation, de distribution de la mafia, sans que ce soit peut-être même directement des gens de la mafia qui finançaient. On le pense d'autant plus que le docteur Bousquet a été arrêté en Sicile avec Girlando Alberti, considéré par les policiers italiens comme l'un des parrains de la mafia sicilienne. Du coup, on a également découvert un laboratoire pouvant traiter, tenez-vous bien Christine, 400 kilos d'héroïne par mois, une véritable raffinerie. Vous imaginez les capitaux et les marchés potentiels. Alors Bousquet sera jugé en Italie en juillet prochain. Il doit théoriquement purger sa peine avant de pouvoir être extradé. Pierre Michel aurait voulu le traduire devant cette 7e chambre correctionnelle de Marseille, qui est renommée pour sa sévérité. Mais Pierre Michel avait beaucoup collaboré avec les magistrats italiens sur cette affaire. L'un de ces magistrats, le procureur général de Palerme, M. Costa, a d'ailleurs été abattu 3 mois avant le juge de Marseille. Alors bien sûr, on fait le parallèle. Et justement, alors 7 mois après l'assassinat du juge Michel, sait-on où en est l'enquête? D'abord, ce n'est pas parce qu'on ne sait rien qu'il ne se passe rien, et ce n'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on ne sait pas. D'abord. Ça c'est vrai, en beaucoup de domaines. Voilà. Alors, ensuite, il est évident que le juge Michel était devenu gênant pour les trafiquants de drogue dont on vient de parler, c'est la première hypothèse. Seconde hypothèse, il est indéniable que le juge assassiné, c'est ce qu'on dit du moins beaucoup à Marseille, j'en reviens, a travaillé sur beaucoup de dossiers concernant le milieu de Marseille. Sans doute était-il arrivé à rassembler un certain nombre d'éléments lui permettant de faire le ménage, comme il disait. Il le disait parfois d'ailleurs un peu trop, et il n'est pas impossible que le contrat de sa mort, de son élimination, était décidé non pas à Marseille même, était décidé à Marseille même plutôt, et pour des raisons purement défensives en quelque sorte. Alors pour l'instant, les magistrats et les policiers de Marseille grignotent le silence de ce qu'on appelle le milieu, et au fond, le juge Patrick Guérin, qui instruit cette affaire, préfère qu'on fasse semblant de l'oublier. Un policier a été grièvement blessé cet après-midi à Paris, Porte-Maillot, blessé par des gangsters qui tentaient de franchir un barrage de police établi à la suite d'un hold-up à Boulogne. Les malfaiteurs sont toujours en fuite et le policier est dans un état grave. La police a relâché aujourd'hui les 25 sympathisants du mouvement d'extrême gauche Action Directe, interpellés hier à Paris et à Grenoble, en prévision de la venue à Paris du président Reagan. Mystérieux détournement d'avion à Athènes, un appareil de Royal Air Maroc qui devait effectuer la liaison vers Casablanca a été détourné de son trajet initial pour atterrir à Tunis. L'appareil a été aussitôt isolé par les forces de police. On n'en sait pas plus pour l'instant. 2 morts, 4 blessés graves, c'est le bilan d'une collision entre 2 trains de marchandises cet après-midi dans les Vosges. On ignore encore les causes de l'accident.
Le sport maintenant, et d'abord le tennis avec deux résultats qui concernent les joueurs français. Thierry Tulan s'est bien défendu devant Ivan Lendl, mais il a été battu par le Tchécoslovaque en 3-7, 7-6, 7-5, 7-6. Yannick Noah, lui, s'est qualifié pour le tour suivant. Roger Zabel. Yannick Noah au service pour un échange qui illustre parfaitement ce qui s'est passé cet après-midi sur le central de Roland-Garros. Terry Moore, loin de la balle, l'Américain est littéralement étouffé par le numéro 1 français. Yannick Noah, qui vient de changer de raquette pour adopter un moyen tamis, a donc pu à loisir expérimenter les vertus de cette nouvelle arme dont la surface cordée est plus grande. Un choix satisfaisant si l'on en juge par ce passing shot court le long de la ligne et par la mine réjouie de son auteur. Finalement, Yannick Noah l'emporte en 3-7, 6-0, 6-3, 6-3. Sans problème, Terry Moore offrant un dernier cadeau à son adversaire sur cette balle de match. Cyclisme, Bernard Hinault n'a pas manqué son premier rendez-vous avec la montagne dans le Tour d'Italie aujourd'hui. L'ancien champion du monde, vainqueur de la 13e étape devant l'Italien Bieccia avec qui il s'était échappé, reprend le maillot rose de leader à Moser. Au classement général, Hinault bénéficie de 1 minute 12 secondes d'avance sur le numéro 2, le Suédois Tommy Prim. La course La Rochelle-La Nouvelle-Orléans, le catamaran Charente-Maritime toujours en tête, mais Marc Pajot sur Elf Aquitaine regagne du terrain. Juste un mot, puisque ce n'est pas une surprise, pour saluer l'élection officielle d'André Laurence au fauteuil de Jacques Fauvet. Le nouveau directeur du Monde a été nommé aujourd'hui gérant unique du journal. Il prendra ses fonctions le 1er juillet prochain. Le temps maintenant, Alain Gillot-Pétré, un temps de Pentecôte peut-être ? Oui, on va essayer de vous donner pour la Pentecôte tout le temps du week-end. Ça s'arrange de toute façon, heureusement pour Cherbourg, car aujourd'hui à 16h il faisait 12 degrés à Cherbourg, c'était le minimum enregistré en France. Le maximum en revanche c'était à Strasbourg, 27 degrés, c'était le maximum. Donc ça s'arrange, si tout va bien. Si tout va bien, d'ici dimanche, on devrait avoir cela. Ça, c'est la situation de dimanche. Alors, je vous la donne avec des pincettes, mais enfin, je vous la donne quand même. Dimanche, on devrait avoir un anticyclone sur la France et la Grande-Bretagne, tournant comme ceci, donc dirigeant de l'air du nord-est assez frais sur notre pays, mais tout de même, avec un anticyclone comme ça, rejetant les perturbations au nord de la Grande-Bretagne, on a en principe du soleil, et oui, du beau soleil après dissipation des brumes matinales. Alors qui vivra, verra. En attendant, pour demain, on verra du soleil au sud-est du pays, il fera beau, chaud et lourd. Les nuages arriveront progressivement, ce sera pour après-demain. Demain, du nord-est au Massif central et aux Pyrénées, une bande nuageuse accompagnée de faibles pluies et d'orages sur les versants est du Massif central, ouest des Alpes, du Jura et des Vosges, mais ça devrait se calmer dans la journée. Partout ailleurs, donc sur l'ouest du pays, c'est plutôt du beau temps, en tout cas l'après-midi, après dissipation des brumes matinales. Il y aura peut-être davantage de nuages bas au nord de la Seine et sur les côtes de la Manche, mais ça devrait se dissiper. Et donc logiquement, d'ici dimanche, arrivée du beau temps sur tout le pays, très progressivement. Les températures prévues pour demain par la météo nationale, minimum 15 degrés à Cherbourg, ça va monter un peu, 20 degrés à Paris, maximum 25 degrés, ça doit être à Marseille et à Nice. Le fond de l'air est frais, c'est tout de même les températures en dessous des normes saisonnières, mais c'est encore convenable. Demain, notre agenda, vendredi 28 mai, le soleil brillera 2 minutes en plus, levé 5h57, couché 21h39, et l'on fêtera tous les Germains. Un mot encore pour vous donner les résultats du quartet de Vincennes. Il fallait jouer le 7, le 10, le 11 et l'As. Les rapports pour 5 francs dans l'ordre 13 218 francs, dans un ordre différent, un peu plus de 1100 francs. Voilà, à 23h15, vous retrouvez Jacques Merlino, et demain, dans Antenne de Midi, Bernard Langlois recevra le cinéaste Romain Goupy, distingué à Cannes pour son film Mourir à 30 ans. Merci d'avoir suivi ce journal. À demain, 20h.